Alors bienvenue sur VoyageCast. Aujourd'hui nous parlons avec Alex qui se trouve en Inde. Salut Alex. Bonjour Jean-Nathan. Alors quel temps il fait en Inde? C'est la mousson, pleine mousson. Il pleut très très fort là, à l'instant même où je vous parle. D'accord, alors ça s'entend pas à l'audio, c'est déjà pas mal. La dernière fois avec Panama on entendait l'orage derrière. D'accord. Alors tu vas nous parler de l'Inde du Nord. Oui, où je me trouve actuellement, puisque New Delhi, la capitale de l'Inde, se trouve au nord-ouest de l'Inde. Donc c'est une destination qu'on connaît bien puisqu'on y vit. D'accord, donc toi tu as une agence de voyage si j'ai compris, hein? Ouais, moi j'ai une agence de voyage en ligne basée à New Delhi, à Pondichéry, à Leh au Ladakh et puis à Colombo au Sri Lanka. On a 4 bureaux. Alors, l'Inde, pour beaucoup de personnes, c'est un peu la pauvreté, la saleté, un peu la chaleur. L'Inde du Nord, c'est finalement une région de l'Inde qu'on ne connaît pas énormément, qui est surtout montagneuse. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, à quoi ça ressemble l'Inde du Nord? C'est très très varié. Si tu veux, on a la plaine indo-gangetique qui se trouve au nord-ouest et jusqu'au nord-est de l'Inde, qui est à l'ouest très aride avec le désert du Thar au Rajasthan. On a aussi le grenier à grains au Pendjab, donc là c'est énormément de champs, de blé notamment. Et puis ensuite on a la zone risicole sur tout le bassin gangetique, donc plutôt vers le nord-est de l'Inde, donc c'est très vert avec beaucoup d'eau. Et ensuite, plus au nord, on arrive à l'Himalaya. Alors l'Himalaya, là, c'est aussi très varié puisque le sud de l'Himalaya est assez arrosé en période de mousson, donc c'est assez vert, assez alpin comme type de paysage. Et dès lors qu'on dépasse la grande barrière himalayenne, hein, les fameux 6000, 7000, 8000 mètres d'altitude, on se trouve sur le plateau tibétain. Et là, on se trouve dans des types de paysages beaucoup plus désertiques, beaucoup plus lunaires. Et voilà, et c'est en Inde, c'est surtout sur la région du Ladakh qu'on retrouve ces paysages. Le Ladakh qui se trouve à l'ouest du Tibet. D'accord, c'est sauf erreur un peu la région, l'est finalement assez proche de la Chine. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as une grande influence bouddhiste là-bas, non? Oui, ce sont en fait des populations tibétaines, hein, d'origine tibétaine, bouddhistes, le bouddhisme tibétain qu'on appelle aussi le lamaïsme. Il y avait de nombreux échanges culturels et commerciaux entre le Ladakh et le Tibet, mais aussi entre le Ladakh et l'Asie centrale, ce qu'on appelait à l'époque le Turkestan chinois, jusqu'à 1962, lorsqu'il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine. Et à partir de là, les frontières ont été fermées. Et donc, depuis 1962, il n'y a plus de relations commerciales ou religieuses entre ces trois entités. Au niveau religion, parce que là, enfin, on a parlé du bouddhisme, mais l'Inde, c'est aussi très très spécial de ce niveau-là. Et dans les régions dont tu as parlé, on a vraiment oui, une masse de religions assez importante, non? Tout à fait, on a un melting pot de religions avec avant tout des hindous. La grande majorité des Indiens et notamment des Indiens du Nord est hindou. On a aussi entre environ 13-14% de musulmans, surtout des musulmans sunnis, mais on a aussi des chiites au Ladakh. Il y a des chrétiens, il y a 3% de chrétiens, il y a des sikhs, le sikhisme, une religion qui a pas mal d'influence et de l'islam et de l'hindouisme. Et puis évidemment le bouddhisme qui est né en Inde. Il y a maintenant très peu de bouddhistes, mais en revanche, dans des régions comme le Ladakh, c'est 70% de bouddhistes. Parce que Lhasa, sauf erreur, c'est là où est le Dalai Lama, enfin, quand il est pas en voyage, non? Alors Lhasa, c'est là où était le Dalai Lama autrefois, au Tibet, avant l'invasion chinoise. Dans les années 60. Et à ce moment-là, le Dalai Lama s'est sauvé, a passé la frontière indienne par le Sikkim et est venu se réfugier à Dharamshala, puisque à l'époque, Nehru, le premier ministre indien, a accueilli le Dalai Lama et lui a donné, ainsi qu'à la communauté tibétaine en exil, a donné Dharamshala aux Tibétains. Et il y a une grande communauté tibétaine en exil aujourd'hui à Dharamshala et autour de Dharamshala. Et c'est devenu donc la capitale du Tibet en exil, du Tibet dit libre. Je pense que tu as beaucoup de voyageurs qui vont là-bas juste pour ça, non?
Tout à fait. Il y a énormément de voyageurs à se rendre à Dharamshala pour rencontrer le Dalai Lama, qui donne des cours, qui reçoit aussi des pèlerins tibétains souvent, mais aussi indiens, bouddhistes et puis étrangers. Et puis le Dalai Lama, comme tu le mentionnais tout à l'heure, voyage aussi beaucoup en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Inde et puis notamment au Ladakh. En ce moment, il est au Ladakh, là, pour tout l'été. D'accord, excellent. Donc ça peut être une bonne raison d'aller en Inde du Nord. Sinon, a priori, quelle raison il y a d'aller justement en Inde du Nord? Alors, je sais que c'est difficile à répondre parce que les régions qu'ouvre ton agence sont très différentes, mais c'est quoi, toi, ce qui t'a donné envie d'y rester puis d'y construire quelque chose? Bah pour moi, enfin, comment dire, l'Inde dans son ensemble est pas un pays, mais vraiment un continent tellement divers, tellement diversifié, que ce soit en termes de paysage ou de culture, que c'est un monde. On n'a pas fini de le découvrir chaque jour. Et même si on en reste à l'Inde du Nord et particulièrement à l'Himalaya, c'est tellement diversifié, là encore, en termes de paysage et de population, qu'on peut faire 10, 15, 20, 30 voyages en Inde sans avoir l'impression de découvrir le même pays. C'est ça qui est incroyable. Et puis c'est tellement antinomique de ce qu'on connaît en Europe en termes de culture, en termes de vision du monde, que c'est là aussi où c'est intéressant. C'est intéressant d'étudier un petit peu la vision du monde des Indiens et de voir que c'est très différent de ce que nous, on nous a inculqué. Alors peut-être juste pour que les auditeurs se fassent une idée, on va faire semblant d'atterrir en avion à Delhi, et puis ensuite d'arriver en avion à Leh, parce que s'il y a un aéroport tout là-haut, et de nous dire quels sont les ressentis, quelles sont les différences, parce que c'est deux endroits qui sont bien en Inde, mais qui ont presque rien à voir. On arrive en avion à Delhi, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, c'est quoi nos sensations, ça ressemble à quoi? La première vision qu'on a, c'est un aéroport flambant neuf qui est prêt à recevoir 34 millions de passagers. Alors, je sais plus si c'est tous les mois ou par an, mais en tout cas, un des plus gros aéroports au monde actuellement. Et puis ensuite, dès lors qu'on sort de l'aéroport, on a l'impression d'être dans une réalité qui est un pays en plein boom économique, en plein développement, avec des grandes avenues toutes neuves, avec des bâtiments qui poussent comme des champignons. Et puis c'est ensuite, lorsqu'on rentre vraiment dans Delhi et dans les différents quartiers, qu'on voit que Delhi, c'est pas que du neuf, pas que du propre. C'est aussi des petits quartiers en labyrinthe, des petites maisons, des coins vétustes, de la pauvreté, des gros embouteillages, de la pollution. Et puis, avant tout, l'impression qu'on a, je pense, c'est celle d'une énorme mégalopole. Hein. On a entre 16 et 20 millions d'habitants à Delhi. Ouais, c'est énorme, hein. D'ailleurs, ça, c'est un des trucs qui nous avait choqué quand on avait été en Inde, c'est vraiment d'avoir du monde partout, quoi. T'es jamais tout seul, finalement. Tu es jamais tout seul. Alors, il faut prendre le deuxième vol pour être tout seul, hein, c'est-à-dire à la sortie de Leh. Alors, d'abord, le vol en soi est un voyage, hein, puisque c'est 1 heure et quart de vol entre Delhi et Leh, au-dessus de l'Himalaya. Donc, on a d'abord, on voit la partie sud de l'Himalaya qui est luxuriante, enfin luxuriante verte, un peu comme dans les Alpes. Et puis ensuite, on passe la grande barrière avec les fameux 5, 6, 7 000, avec le Noon Kun qui sont à plus de 7 000 mètres d'altitude. On a une vue incroyable sur toute cette destination. On peut même voir en cas de beau temps les Karakoram, le K2 qui se trouve au Pakistan, tout proche, et le glacier du Baltoro. Et puis ensuite, on arrive dans la vallée de l'Indus, qui est la vallée principale du Ladakh, où se trouve Leh, la capitale. On survole Leh, de nombreux monastères. On n'arrive pas à comprendre comment un gros avion de 110 places va pouvoir se poser dans cette vallée. Et puis, contre toute attente, eh ben, on se pose sur un aéroport à 3500 mètres d'altitude, tout proche de Leh, la capitale. Et puis là, plus rien à voir avec Delhi, hein, c'est un petit aéroport. On est les bagages sont transportés en tracteur. Et puis quand on sort, c'est plus l'humidité, c'est plus la grosse chaleur. C'est un climat sec, pas trop chaud. On a mal au crâne parce que on vient de Delhi et là on arrive à 3500 mètres d'altitude en 1 heure et on voit ces visages mongoloïdes, hein, tibétains, qui n'ont rien à voir avec les visages des habitants de Delhi. Puis on se rend compte que là, par contre, il y a pas une grande densité de population.
Oui, effectivement, pas beaucoup de monde, hein. Et puis là, ce qui m'avait étonné, c'est d'avoir des champs, finalement, de la verdure, parce qu'on est quand même autour des 3 500 mètres d'altitude, là, ouais. C'est ça, dans la vallée de l'Indus, on est à 3000, en gros, entre 3003 et 3600 mètres d'altitude. On a pas mal de cultures, en effet, de blé et d'orge, surtout. Ouais, des pommiers aussi, non? Parce qu'ils font du cidre là-bas. Exact, des pommiers et des abricotiers, ouais. Quel est l'intérêt aller au Ladakh entouré de montagnes? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que tu nous dis que c'est une petite ville, alors on s'imagine que le tour est fait assez rapidement. Qu'est-ce qu'on va y faire? Leh, c'est à peu près en l'hiver, quand il n'y a pas de voyageurs, c'est à peu près 25 000 habitants. Leh en soi, ce qui est très intéressant, c'est la vieille ville qui est en labyrinthe comme ça, avec un grand palais au-dessus, des monastères, une belle mosquée shia aussi, chiite. Ce qui est intéressant dans la vieille ville de Leh, je trouve, c'est ce qu'on retrouve, cette influence à la fois tibétaine dans l'architecture, dans les vêtements que portent les Ladakis, dans les monastères, mais aussi l'influence justement de centrale asiatique avec la mosquée, avec aussi des boulangers qui se trouvent dans une rue spéciale où ça sent très bon les galettes de pain qui sortent du four, qu'on retrouve ces fameuses galettes qu'on retrouve aussi au Xinjiang, la partie à l'extrême ouest de la Chine et en Ouzbékistan, dans certaines parties de l'Afghanistan et du Pakistan. Et sinon, si j'ai compris, c'est aussi une grande base pour le trekking là-bas. Parce qu'on grimpe ces montagnes, on se promène là. Tout à fait. Alors Leh, en général, on y reste 2-3 jours, le temps de s'acclimater à l'altitude d'une part, et ensuite le temps de découvrir Leh et ses environs avec les magnifiques monastères de la vallée de l'Indus. Et souvent ensuite, on a plusieurs options. Soit on a envie de faire un trekking, une grande randonnée, auquel cas on a le choix entre plusieurs dizaines d'itinéraires, des plus courts et faciles jusqu'aux plus difficiles et longs, avec des cols parfois qui vont jusqu'à 6000 mètres d'altitude, voire même de l'alpinisme avec des pics à 6-7 000 mètres d'altitude. Et puis si on souhaite plutôt découvrir le Ladakh en véhicule sans faire trop de marche, on en a la possibilité aussi parce qu'il y a quand même quelques routes et pistes qui couvrent certaines zones du Ladakh et les zones où il y a les plus beaux monastères. Je pense notamment à l'Amayuru du XVIe siècle ou même à Alchi du XIe siècle, parmi les plus anciens monastères du monde tibétain. Peut-être pour revenir sur le trekking un peu, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ou en tout cas jamais fait dans l'Himalaya, ça se déroule comment un peu cette petite expédition finalement, parce qu'on est en autonomie. Alors, en effet, un trek, ce n'est pas comme le tour des Annapurna, par exemple, au Népal, où on a des lodges, c'est-à-dire un peu des refuges, comme on dirait chez nous. Au Ladakh, il y a pas encore ce système de lodge. Donc, on part avec une grande équipe, un cuisinier, un guide, parfois des aides cuisiniers si on est nombreux. On part aussi avec des muletiers ou des âniers, c'est-à-dire que les mules ou les ânes vont porter non seulement nos gros bagages, mais aussi tout ce qui est tente, cuisine, les aliments, tout l'équipement pour partir pour quelques jours en trekking, en mode camping, pardon. Donc parfois, il arrive que l'équipe encadrante soit tout aussi nombreuse que les voyageurs, que les trekkers. Oui, exactement. D'ailleurs, nous, on était deux, et puis on avait, comme tu disais, un aide cuisinier, enfin un cuisinier plutôt, et puis un muletier. Cuisinier qui, je sais pas comment il faisait d'ailleurs, mais sur une semaine, il a toujours réussi à nous faire un paquet de trucs à manger. C'est énorme, quoi. Ils ont vraiment pas mal de talent là-dessus, hein. Tout à fait. Ils arrivent à nous faire des pizzas, notamment. Ça, j'ai jamais compris comment ils arrivaient à faire des pizzas qui aient un goût de pizza sans four. Ah, mais exactement, je me rappelle de cette pizza en plus. Non, enfin, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et alors, comment se déroule la journée d'un trekker un peu Alors, généralement, on se réveille autour de 6h30, 7h. On a une bassine d'eau chaude qui nous attend à l'extérieur de la tente, qui nous permet de faire un brin de toilette. Ensuite, on prépare notre sac qu'on laisse devant la tente, de manière à ce que lorsqu'on prend notre petit déjeuner au soleil, le muletier charge nos sacs sur les mules. Ça prend pas mal de temps. On aide à remettre les tentes et le matériel de camping, si on veut, dans les sacs. Et puis ensuite, on commence la randonnée, la journée de rando autour de 8 heures. Généralement, on s'arrête toutes les heures et demie pour prendre des photos, boire évidemment, et puis se reposer un petit peu.
On a peu d'arbres au Ladakh. Alors, il fait souvent très beau, donc il faut pas oublier la crème solaire, le chapeau et les lunettes. Généralement, on essaie de s'arrêter près de cours d'eau et puis ensuite on déjeune autour de 11h30 midi et on arrive, on remarche l'après-midi bien sûr et puis on arrive autour de entre 15 et 17 heures au camping sauvage. Et généralement, les muletiers nous ont doublé pendant la journée parce qu'ils s'arrêtent moins pour manger. Et en général, ils nous attendent avec des petits gâteaux, du thé ou du café, avec les tentes qui sont déjà montées à l'étape. Et tu nous as dit que c'était très lunaire, mais alors, quel intérêt y aller dans un endroit où il n'y a rien? Est-ce que l'Himalaya, c'est vide? Alors, cette partie de l'Himalaya, le Ladakh, tout comme une grande partie du Tibet d'ailleurs, est effectivement assez lunaire, très désertique. Ça donne des couleurs de roches absolument incroyables, parce qu'on va parfois, ce sont des couleurs ocre, beige, ça va même jusqu'au bleu, au vert, au rouge. Donc, pour un géologue, c'est un monde complètement fantasmagorique. Mais même sans être géologue, c'est tout à fait magnifique. Et puis quand on arrive proche de villages, là, comme tu le disais tout à l'heure, on a des cultures, le vert revient, on a des cours d'eau, des cultures, des arbres, souvent des peupliers, des abricotiers, des pommiers, des amandiers, comme tu le précisais tout à l'heure, et puis des maisons assez cossues, avec souvent toujours un monastère d'ailleurs. Donc voilà, il y a des taches vertes, des oasis. Et on voit des yaks aussi, hein. Il y a de nombreux yaks et puis des zoos aussi. Alors les yaks qui sont utilisés pour le transport, traditionnellement pour le transport des vivres, parce que il y a encore plein d'endroits au Ladakh où il n'y a pas de route. Donc pour faire du troc, des échanges de grains, de sel, etc., ça se fait avec les yaks. Et puis il y a les zoos qui sont le croisé d'une vache et d'un yak, qui sont, eux, utilisés pour les cultures, dans les champs, la plupart du temps. Finalement, l'Himalaya est loin d'être vide, comme on a pu le voir, et c'est vrai qu'on voit des couleurs énormes. On se dit, il n'y a pas d'arbres, ça va pas être intéressant, mais loin de là, hein. Ouais, tout à fait. Tu nous as parlé d'avions pour aller. Oui. Mais l'essentiel de nos auditeurs sont des vrais voyageurs, des vrais aventuriers. Est-ce que tu n'aurais pas une autre solution au lieu de l'avion? Parce que je sais qu'il y en a une qui est vraiment intéressante. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de commencer depuis Manali, sur le versant sud de l'Himalaya, de commencer le trek jusqu'au Ladakh. C'est une solution incroyablement intéressante parce que du coup on part de paysages alpins verts avec beaucoup d'eau, des pins, des sapins, et puis petit à petit les paysages deviennent de plus en plus arides jusqu'à arriver au Ladakh. Mais c'est une solution longue. Il faut 24 jours de Delhi à Delhi et puis 18 jours, 16-18 jours pour trekker de Manali jusqu'à Leh. Après, il y a une autre solution plus courte, c'est de partir de Manali par la route, enfin la route, plutôt, c'est souvent une piste d'ailleurs, jusqu'à Leh. C'est 2 jours minimum de voyage, on passe 3 cols à plus de 5000. Là aussi, on traverse des paysages très divers et c'est une vraie aventure parce que la piste peut être coupée due à des intempéries. On a quand même souvent mal à la tête quand on passe l'école à 5000, mais c'est absolument sublime en termes de paysage. Ouais, c'est vrai qu'on l'a fait, nous, quand on a été là-bas, justement, on a fait Shimla, Manali et Manali-Leh. Alors, on a fait en un temps très très court, ce qui était très éprouvant, mais c'est vrai que ça reste franchement un de mes souvenirs les plus incroyables, quoi. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Leh, faites-le. Quitte à ensuite revenir de Leh à Delhi en avion, parce que c'est vrai que c'est une route très éprouvante. Si vous faites 2 fois en un temps très court, ça va être dur, mais vraiment faites-le, quoi. Tout à fait. Là, on a parlé de trekking, etc., du Ladakh, mais il y a d'autres endroits que ton agence couvre. Tu as cité Bénarès, sauf erreur, non? Oui, Bénarès, bien sûr, c'est un des points stratégiques pour nous voyageurs. Bénarès, il y a des noms comme ça de villes qui nous font tous rêver. Katmandou, Kashgar, Bénarès. Bon, ce qui est intéressant en plus à Bénarès, c'est que c'est une des villes d'Inde qui a le moins bougé. Le côté moderne de l'Inde n'est pas encore arrivé jusqu'à Bénarès. Il y a toujours ce dédale de petites ruelles, et évidemment les Ghats qui mènent au Gange, la terre
le fleuve le plus sacré pour les hindous. Puis c'est une ville sacrée pour tous les hindous, donc c'est un centre de pèlerinage très conséquent. Donc on a énormément d'Indiens qui viennent des 4 coins de l'Inde pour se rendre à Bénarès et prendre un bain rituel sacré dans le Gange. Et c'est là qu'il y a aussi un important rythme mortuaire quand même. C'est là qu'on est censé, enfin que les Indiens aimeraient bien qu'on incinère leur corps, non? Tout à fait. Donc c'est une ville. Nous généralement on tente à le proposer en fin de voyage. C'est pas facile pour nous Européens d'appréhender Bénarès sur le plan visuel, mais pas seulement. Donc c'est vrai qu'on a tendance à le proposer en fin de voyage quand on est déjà bien dans le bain de l'Inde. C'est peut-être une bonne idée. Oui, j'y ai pas été parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est vraiment un truc à faire, paraît-il. Et on ose, c'est une question un peu bizarre, mais on ose en tant que touriste, on n'est pas de cette culture-là, mais est-ce qu'on ose aller voir, communiquer avec ces personnes-là, ou est-ce que c'est un peu du voyeurisme? Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça correctement, on va dire, pour pas les gêner? Bah, je pense que on a comment dire? Je pense que notre manière de percevoir le voyeurisme est un peu différent en Europe de la manière dont on le perçoit en Inde. Si vous allez sur les Ghats, là où se trouvent les crémations, vous verrez de nombreux Indiens qui sont là et qui regardent. Pour les hindous, si vous voulez, la crémation, dans la mesure où ils croient à la réincarnation, il n'y a pas ce côté. Il y a, évidemment, on est triste de perdre quelqu'un de cher, mais néanmoins, dans la mesure où il y a cette idée de réincarnation, ce n'est pas fini. Donc, si vous voulez, il y a du monde qui regarde, des Indiens. C'est pas vu forcément comme du voyeurisme. Et puis, on espère simplement que cette personne a fait suffisamment de bons gestes, a eu une vie éthique qui fera que elle renaîtra sous de bonnes auspices, on va dire. À part Bénarès, tu as parlé de Darjeeling, non? Alors Darjeeling, qui se trouve à l'est de l'Himalaya. Darjeeling, c'est une ancienne ville. Enfin, c'est une ville qui a été fondée par les Anglais du temps de la colonie anglaise, qu'on appelle le Raj. Les Anglais, dont la première capitale était Calcutta. Calcutta, il faut savoir qu'il fait extrêmement chaud l'été et c'est très très humide à Calcutta. Donc les Anglais avaient trouvé ce lieu à 2000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, très agréable pour passer l'été. Et donc c'est une ambiance assez étonnante parce qu'il y a de nombreuses églises anglicanes, des vieilles maisons qu'on pourrait retrouver en Écosse, en Irlande ou en Angleterre dans le style architectural. On retrouve aussi des plantes qu'on trouve en Angleterre. C'est assez agréable, effectivement, de s'y rendre parce que c'est un peu anachronique, d'une part, et puis parce que les paysages sont féeriques. Vous avez des vues notamment sur le Kanchenjunga, qui est le 3e plus haut sommet au monde, qui se trouve à la frontière entre le Sikkim et le Népal, tout proche de Darjeeling. C'est féerique. Et vous avez aussi, en termes de végétation, vous avez des plantes endémiques à l'appel, notamment de belles orchidées. Donc pour les naturalistes, c'est un petit paradis, le coin de Darjeeling, en effet. C'est le coin où ils font du thé, non? Exact, c'est là où il y a le maximum de thé venu d'Inde, le thé de Darjeeling. Sinon, peut-être une question plus personnelle pour toi. Si j'avais 3 semaines à aller en Inde, qu'est-ce que tu me conseillerais absolument de faire? Sans considérer l'argent, on va dire. Quelles sont les choses qu'il faut impérativement voir pour toi? La première question et ce qui me paraît la question la plus importante à te poser, c'est à quelle période souhaites-tu voyager? Pourquoi? Parce que tout simplement, on a dans la plaine indo-gangetique, l'été il peut faire très chaud, ça peut être plus ou moins pluvieux. Dans l'Himalaya, l'hiver peut être très froid. Donc voilà, les lieux de voyage peuvent être très très, dépendent beaucoup en fait de la saisonnalité. Donc si je veux aller au Ladakh en hiver, par exemple, ça risque d'être vraiment très compliqué à cause de la neige et tu peux pas y accéder par la route, etc., non? Ouais, moi j'aime beaucoup, hein. On organise des voyages au Ladakh l'hiver parce que notamment, c'est là où il y a le maximum de festivals annuels religieux dans les monastères. En fait, il faut savoir qu'au Ladakh, l'été, c'est la seule période où on peut vraiment travailler. On travaille dans quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tu parlais des yaks tout à l'heure.
On emmène les yaks très haut, à 4000, 5000, 6000 mètres d'altitude, pour que les yaks puissent avoir accès à de l'herbe bien grasse. Donc, il y a cette activité-là. La deuxième activité, c'est l'agriculture. Il y a 5 mois dans l'année, même pas 4 mois dans l'année où on peut travailler dans les champs. C'est de mai à septembre. Donc, on travaille beaucoup. Et puis, il y a ensuite les activités liées au tourisme. En dehors de ces 4 mois d'activité, eh ben, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire au Ladakh, si ce n'est se marier ou assister à des mariages, si ce n'est à assister à des festivals annuels dans les monastères qui sont absolument féeriques puisqu'il y a des danses, de masques, etc. Alors et puis il n'y a pas de voyageurs, hein, on est tout seul. Donc c'est super, mais par contre il faut passer s'approvisionner de doudounes -20, de duvet -20 parce qu'il caille. Il fait vraiment très froid la nuit, ouais. Ouais, et on peut y aller vraiment assez facilement, enfin moyennant organisation. Oui, dès lors qu'on prend l'avion, parce que toutes les pistes, toutes les routes sont fermées 8 mois de l'année. Mais en revanche, l'aéroport est ouvert aller, et puis il y a un vol quotidien depuis Delhi. Donc c'est une région qui est très intéressante, culturellement parlant, même au niveau des paysages, hein, parce que là il y a plus de vert du tout, c'est le blanc de la neige et les couleurs ocre et beige du sable et des roches du Ladakh. Après, il faut être très aventurier. Ensuite, si on a un peu peur du froid, il est préférable d'aller dans des coins comme le Rajasthan ou le Gujarat, où il fait pas trop chaud, mais pas trop froid. C'est le cas de le dire, parce qu'en gros, il fait entre 20 et 25 degrés, donc c'est idéal. Et là, changement de paysage, on est dans des coins assez arides la plupart du temps, dans le nord-ouest de l'Inde, hein, Rajasthan, Gujarat, mais en terre hindoue, avec des influences musulmanes d'ailleurs, et avec des palais, des forts absolument incroyables. Et puis on est dans les terres des Maharajas, des princes et des rois du Rajasthan, avec des palais, des forts d'un faste parfois complètement inouï, quoi. Oui, et on peut voir des éléphants d'ailleurs aussi. Tout à fait, on peut voir des éléphants. Et puis ensuite, si on veut aller découvrir des coins, je dirais un peu moins connus sur les cartes de l'Inde, il y a le Madhya Pradesh qui se trouve à l'est du Rajasthan, qui est un état très intéressant d'un point de vue architectural, avec des lieux de pèlerinage comme Orcha, ou alors les monastères, les temples hindous avec des sculptures érotiques incroyables du Kama Sutra qui se trouve à Khajuraho. Et puis ensuite, on arrive très vite à Bénarès, justement, dont on parlait tout à l'heure, avant éventuellement d'aller monter un petit peu jusqu'à 2000 à Darjeeling et de découvrir Calcutta, l'ancienne capitale du Raj, qui se trouve pas très loin du Bangladesh. Donc en fait, la première chose qu'on doit se poser comme question avant d'aller en Inde, c'est justement la période à laquelle on veut y aller, puis ensuite on regarde ce qui est disponible. Mais visiblement, il y a toujours quelque chose à faire. C'est pas tellement des pays où on se dit, ben, il y a 2 mois dans l'année où on peut aller les visiter, le reste, ça vaut pas la peine, quoi. Non, tout à fait. Ce que tu dis est complètement vrai. Ce qui est incroyable en Inde, c'est que on peut voyager toute l'année. Il y a tellement d'endroits différents que à ce niveau-là, c'est pas un pays saisonnier, je dirais. Encore une question, dans l'échange de mails qu'on a eu, tu m'as parlé de alors je vais sûrement mal le prononcer, de la Kumbh Mela. Oui. Que c'est un événement en 2013 et j'ai aucune idée, j'ai pas eu le temps de regarder ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, la Kumbh Mela, c'est le plus grand rassemblement religieux au monde. Le dernier grand Kumbh Mela qui a lieu effectivement tous les 12 ans a eu lieu en 2001 la dernière fois, et il a rassemblé 70 millions de pèlerins en l'espace de 3 semaines sur le Gange. Et donc cette année, il a lieu en janvier-février, à cheval sur janvier-février à Allahabad, donc sur le Gange, et va rassembler au moins 70 millions de pèlerins, encore une fois. Ah ouais, et ils font des fêtes, ils vont se baigner dans le Gange, ils font quoi? Alors, ce pèlerinage, en fait, va rassembler d'une part des sadhus, ce qu'on appelle les sannyasis, c'est des renonçants hindous, donc qui renoncent à notre vie, qui ne se marient pas, qui ne travaillent pas, qui font l'aumône et qui sont des nomades, en fait, hein. Donc ça va rassembler
de nombreuses écoles de sadhus, de ces renonçants. Et puis, ça va rassembler aussi des pèlerins hindous qui, eux, sont mariés, travaillent, ont une famille, qui vont tous aller se baigner, un bain rituel dans le Gange à la meilleure période possible, c'est-à-dire tous les 12 ans lors de la Kumbh Mela. Et dans 70 millions de personnes qui vont se baigner dans le Gange, ça a l'air impressionnant, quoi. Et enfin, ils arrivent à avoir assez de nourriture et tout ça pour tous ces gens-là. C'est impressionnant. C'est plus qu'une mégapole qui se réunit, quoi. Tout à fait. C'est une organisation, hein. C'est une grande organisation. Alors ça, il y a énormément de ce qu'on appelle des dharamshalas à Allahabad, qui sont en fait des auberges pour pèlerins. Parfois, les pèlerins dorment à 10-15 mètres carrés, donc ils dorment assis dans ces dharamshalas. Il y a aussi des camps de fortune qui sont créés en bordure du Gange. Et puis, tout un tas d'hôtels tout autour. Il y a des pèlerins qui ne dorment pas, hein, qui viennent des quatre coins de l'Inde, qui vont se baigner, qui boivent un thé et mangent un petit quelque chose très vite et puis repartent chez eux. Paraît incroyable. Et alors, nous, on peut y aller aussi en tant qu'Européens? Oui, nous, on peut y aller, ouais, tout à fait. On peut y aller, on est très bien reçus, hein. C'est assez anachronique pour les Indiens de nous voir. Souvent, ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas forcément hindou. Qu'est-ce qui vous amène? Donc, ils adorent. C'est généralement plus eux qui nous prennent en photo que nous qui les prenons en photo. Il faut savoir que l'Inde est un pays qui adore tout ce qui est image, que ce soit le cinéma, la photo. Ils adorent être pris en photo. Ils adorent nous prendre en photo. Voilà, généralement, il n'y a aucun souci pour des échanges, et y compris échanges photos. C'est très très bien pris généralement. Ouais, je me rappelle à Jaipur, je sais pas si tu connais, il y a un temple du singe qui est assez incroyable et on était deux seuls Européens avec, je sais pas, 3-4 000 Indiens peut-être et on n'arrivait pas à faire 2 mètres sans avoir des photos justement. Ah viens, on fait une photo ensemble et tout. C'est vrai que les Indiens, je les ai trouvés hyper ouverts et du moment que tu parles de religion, de cinéma ou de musique de leur pays, mais c'est bon quoi, tu te fais un ami quoi. Exactement, ouais. Alors ça c'est génial. Alors du coup la Kumbh Mela, ok, on va peut-être voir si on va pas y faire un tour. Sinon là on a parlé de beaucoup d'endroits un peu spécifiques en Inde. On va peut-être voir un petit côté généraliste pour ceux qui ont jamais été. Peut-être comment est-ce qu'on se déplace en Inde? Si on a envie d'aller dans une autre ville, on fait comment? Alors, il y a différentes manières de se déplacer. Il y a le train qui est un très bon moyen de se déplacer parce que dans le train, on fait des rencontres évidemment. On a le temps, c'est relativement confortable. On échange à manger, on échange des sourires, on discute. Donc ça, c'est très agréable. En Inde, on a la chance d'avoir de nombreuses lignes de chemin de fer. C'est pas une manière rapide de se déplacer, hein. En train, on circule à une moyenne de 40-50 km/h. Mais c'est relativement confortable et sûr. Et puis voilà, encore une fois, c'est là où on a le plus de chances de faire des rencontres. Ensuite, on a évidemment la voiture ou le bus. L'avantage de la voiture avec chauffeur, c'est qu'on peut aller au-delà des grands axes et donc passer un moment aller découvrir des lieux un petit peu qui sont hors carte touristique. Je pense notamment au Rajasthan, aller dans des petits villages Rajput très traditionnels et aller loger chez l'habitant. Voilà, ce genre d'activité. Ensuite, on a parlé du trek en Himalaya, donc à pied. On peut aussi, il y a des routes qui sont très bien pour le VTT, pour le vélo. On peut même se déplacer en dromadaire dans le désert du Thar, donc à l'ouest du Rajasthan, là où il y a des dunes. Et puis, on se déplace aussi en bateau sur le Gange. On peut organiser des descentes du Gange en petits bateaux traditionnels à voile et puis dormir sur les berges du Gange. Ça, c'est un voyage très intéressant parce que on va pas vite. On découvre que sur le Gange, il se passe tout un tas de choses. Il y a énormément de pêcheurs, énormément de personnes à se déplacer sur le Gange d'une rive à l'autre. On a aussi des dauphins d'eau douce qui nous disent bonjour de temps en temps.
Donc vous voyez, il y a tout tu vois, il y a tout un tas de manières de se déplacer en Inde. Et qu'est-ce qu'on y mange en Inde? Alors là encore, c'est une question super compliquée parce que comme tu as dit, c'est un continent. Est-ce qu'on mange en Inde du Nord et en Inde du Sud? Ça a presque rien à voir. Allez, on va dire les meilleurs plats. Quand tu vas dans un restaurant, tu commandes ça parce que tu adores ça. Alors moi, ce que j'adore, c'est les galettes, ce qu'on appelle les naans ou les chapatis, les galettes de pain avec du dal. Ce sont des soupes de lentilles. Il y a tout un tas de différentes sortes de lentilles en Inde. Moi, ce que j'aime, c'est les lentilles noires et puis avec du palak paneer, des épinards avec du fromage frais. Et puis, je vais commander aussi du poulet au curry. Alors, il faut savoir que c'est très bon, mais c'est quand même un peu épicé. Donc, avec ça, je vais commander du dahi, c'est-à-dire du yaourt, qui va me permettre de rafraîchir un peu mon palais et de faire passer les épices. Et en Inde du Nord, à Leh, comme il y a eu beaucoup d'autres influences, on y mange des choses différentes? Ah oui, tout à fait. Au Ladakh, c'est ce qu'on retrouve au Tibet. Ça va être ce qu'on appelle des momos, les raviolis vapeur, soit de légumes, soit de pommes de terre ou encore de poulet, par exemple. On va manger de la tuppa, qui est une soupe avec des pâtes et puis des légumes, enfin des nouilles et des légumes et éventuellement du poulet, ou encore on va manger du chop suey, qui sont des nouilles sautées avec des légumes. Et tu manges ça dans quoi? Dans des restaurants style un peu européen? Tu peux manger ça au bord de la route? Tu te débrouilles comment quand tu es en voyage? Ouais, on mange ça aussi dans ce qu'on appelle ici des dabas, qui sont des petits restos en bord de route où s'arrêtent souvent les camionneurs ou les personnes qui tout simplement qui voyagent sur les routes. C'est des ambiances qui sont souvent très sympathiques parce qu'il y a un melting pot de population. Donc c'est un lieu où on fait souvent des rencontres, où on s'offre des thés, on échange des momos, des fameux raviolis, etc. Ouais, un endroit très social donc, hein. Peut-être ce que les voyageurs vont se demander aussi, c'est au niveau de la santé. Parce qu'on a vraiment l'impression que l'Inde, c'est un endroit justement un peu sale comme ça. Et je pense que certaines personnes, ils vont pas juste parce qu'elles ont peur de ça. Ben toi qui y vis, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que souvent dans les grandes villes, les villes moyennes, il y a énormément de plastique. C'est vrai, il y a malheureusement peu de recyclage encore, peu de poubelles. Après, quand on va dans les campagnes et a fortiori dans l'Himalaya où il y a peu de densité de population et surtout en trek, dès lors qu'il n'y a pas de route, là, il y a beaucoup moins de plastique, voire pas du tout, et les lieux sont très propres. Ce qui est assez intéressant aussi, à noter, je trouve, c'est la différence entre ce qu'on pourrait appeler parfois de la saleté sur les lieux publics et la propreté une fois qu'on rentre dans les maisons. C'est assez étonnant. Les maisons sont extrêmement bien tenues malgré la poussière ambiante. Et par contre, c'est vrai que quand on se balade dans des lieux publics, parfois dans les grandes villes, c'est vrai qu'on a tendance à trouver quand même pas mal de plastique. Alors le gouvernement a pris pas mal de mesures pour interdire le plastique, notamment les petits shampoings qu'on utilise une fois, la lessive qu'on utilise une fois comme ça. Donc ils ont étudié des nouveaux emballages qui sont biodégradables en fait. Donc ils mettent ça, les autorités mettent ça en place petit à petit. Donc ça, il y a plutôt du positif. Oui, puis bon, on oublie souvent que l'Inde, c'est un pays où il y a a priori tout à construire, comme tu le soulignais un peu au début, autant que ce soit l'infrastructure électrique, qui est, c'est vrai, un peu des fois spécialement faite, on va dire, ou au niveau des déchets, où il y a tout simplement pas d'endroit où recycler, où il y a tout simplement pas de poubelle. Donc en effet, les gens sont très limités, quoi. Ouais, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous en trekking, tous les déchets sont ramenés à Leh. On ne laisse rien sur les chemins ou dans les campings. Tout ce qui peut être brûlé une fois arrivé à Leh l'est. Et puis ensuite, il y a sélection des déchets. Et les autorités sont en train de mettre en place un système de retraitement des déchets
qui devrait voir le jour d'ici l'année prochaine. Donc ça va pas mal changer les choses au Ladakh. Mais c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, il reste encore beaucoup de choses à faire en Inde, sachant qu'il y a un taux de natalité qui est de l'ordre de 3,5 par famille. Donc c'est difficile à suivre hein, pour le gouvernement, pour les autorités. On imagine, ouais. Et peut-être on n'a pas parlé de la sécurité non plus. Est-ce que c'est un endroit où il faut avoir peur, l'Inde, où il faut se méfier un peu? Absolument pas. C'est un pays où il y a très peu d'insécurité. Il peut y en avoir entre communautés. Il y a parfois un peu de communautarisme entre hindous et musulmans, ça arrive, mais c'est très rare. En tous les cas, pour les voyageurs, il y a très peu d'insécurité. Il n'y a pas de vol à l'arraché. Il y a une ligne, à vrai dire, qui est un petit peu plus craigneuse. C'est la ligne entre Delhi et Calcutta, qui passe d'ailleurs par Bénarès, où il y a parfois quelques bandes qui font du vol à l'arraché. Mais en dehors de ça, c'est un pays très sûr. Ouais. Ouais, j'avais remarqué aussi que la police, etc., sont quand même assez présents. Ils regardent assez quand même quand il y a des étrangers, hein. Tout à fait. Donc pas mal de bonnes choses, hein. Alors on pourrait parler de l'Inde pendant pendant des heures et des heures, tellement c'est énorme et tellement il y a de choses à faire. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, toi, sur l'Inde en elle-même, des choses qu'il faudrait dire aux voyageurs? Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que généralement, l'Inde, on l'adore, on tombe amoureux de l'Inde, ou alors ça ne marche pas, ou alors on passe à côté. C'est assez étonnant, mais je crois que ça vient du fait que c'est un pays qui ne laisse pas, qui ne peut pas laisser indifférent de par sa culture, qui est encore une fois très antinomique de la nôtre. C'est ça que je trouve très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir énormément de voyageurs qui, une fois venus une première fois, et ben vont revenir l'année d'après ou 2 ans après, et puis ils reviendront encore pour découvrir d'autres régions parce on n'a jamais fini de découvrir l'Inde. Ouais, c'est pas faux. Peut-être juste un conseil pour les voyageurs. Quand on est là-bas, les 2, 3 premiers jours peuvent être un peu difficiles, justement parce qu'il y a énormément de monde. Souvent, on atterrit à Delhi, qui est pas la ville qui ressemble à plus à Paris que les autres, hein. Ouais. Mais laisser ce petit temps d'adaptation, laisser notre psychologie aussi se modifier. Et puis ce qui est certain, c'est comme tu dis, quand on rentre, c'est peut-être après quelques mois qu'on se rend compte vraiment ce qu'on a vécu et comment on a été touché. Personnellement, je suis tombé amoureux de l'Inde et il faut que j'y retourne, quoi, c'est obligé. Bah, tu es le bienvenu. Oui, oui, ça va se faire, ça va se faire. Tu nous as dit, tu as une agence de voyage, c'est peut-être la dernière chose dont on va parler, qui s'appelle Shanti Travel, encore une fois si je prononce bien. Quel est l'intérêt ou quelle est la spécialité de ton agence? Pourquoi est-ce que la prochaine fois que je viens en Inde, je dois absolument passer par vous? Si tu veux, en fait, nous, on est on est une agence en ligne avec différents sites internet spécialisés sur des destinations, des activités, et on est des experts de l'Inde puisqu'on vit ici, alors qu'on soit indien ou étranger à l'agence. On est tous des amoureux de l'Inde et amoureux du voyage en Inde, et on a une certaine expertise puisqu'on est souvent sur les routes ou sur les chemins de trek. Et puis on vit l'Inde au quotidien. Donc l'intérêt, ce sont pour des personnes, l'intérêt de passer par Shanti Travel, c'est pour des voyageurs qui souhaitent un voyage sur mesure, personnalisé, qui cadre avec leurs attentes, avec leurs besoins, avec leurs envies. Et nous, en fonction de ces critères qui sont propres à chaque voyageur, on va créer avec eux un voyage qui leur ressemble. Et puis comme on est là sur place, eh ben, c'est facile pour communiquer. On accueille nos guests, nos clients, et puis ensuite on est en communication avec eux par téléphone. Donc ça simplifie pas mal le voyage. Et si je suis en Inde, par exemple, pour 3 mois et puis que tout d'un coup j'ai envie d'aller faire un trek dans l'Himalaya, est-ce que je peux passer par vous aussi? Bien sûr, bien sûr. On sera ravis de t'accueillir à l'agence, à Delhi ou à Leh, au Ladakh, et de te proposer un trekking en Himalaya. Et on n'a pas parlé des prix en fait. L'Inde, ça coûte combien d'y voyager? Enfin, tu me diras, ça dépend vraiment de quels hôtels on prend, etc. Mais on va dire du moins cher au,
enfin le moins cher, on va dire, le prix moyen? Alors, on trouve des guest house vraiment basiques pour 500 roupies qui est à peu près, ça doit être à peu près 10 francs suisses, je dirais, jusqu'à des hôtels 5 étoiles à 500 euros la nuit. Et puis, en moyenne gamme, on a des hôtels de charme absolument très, 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 très agréables. C'est-à-dire des belles maisons d'hôtes ou des petits forts, des petits palais qui ont été rénovés et puis transformés en hôtels, où là, on va dépenser, je dirais, à peu près entre 50 et 150 francs suisses. D'accord, donc on a vraiment une large palette de prix, puis c'est à nous un peu de décider ce qu'on veut, quoi, c'est ça. Puis les voyages, enfin comme on a dit, le train, c'est vrai que ça coûte pas cher du tout. Enfin ça dépend de la classe qu'on prend, mais en tout cas la troisième classe est vraiment pas chère. Ouais. Eh ben ça m'a fait bien plaisir de parler avec toi en direct de Delhi. C'était vraiment sympa, tu m'as redonné envie d'y aller, ce qui est pas une bonne idée vu que je dois déjà visiter 1000 pays dans ce monde. Bah, je serais ravi de te rencontrer en Inde la prochaine fois. Mais ça peut se faire. On pourra poursuivre la conversation, j'espère, Ah, devant un bon thé masala, y a rien de mieux, je crois. avec plaisir. Ok, alors je vais te laisser à tes occupations, hein. Tu es très chargé. D'ailleurs, t'avoir, ça a été difficile parce que t'es entre le Bhoutan, le Ladakh, que des pays qui font rêver. Je crois que je vais te piquer ton boulot. Bah, moi, je pars demain au Ladakh, donc je dirais Djoulé, comme on dit, bonjour, de ta part à Lé et au Ladakhi, alors. Merci, c'est génial. Alors, merci encore d'avoir pris du temps pour moi et puis je te souhaite ben, peut-être une prochaine fois de se voir, que ce soit sur le podcast pour parler d'un autre endroit en Inde ou alors en Inde carrément. Avec plaisir, merci de ton invitation, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.